L'amour n'est pas une cage, mais un jardin. Certains le préfèrent avec des murs, d'autres avec des clôtures ouvertes, d'autres encore cultivent plusieurs parcelles à la fois. L'amour, autrefois perçu comme une institution stable, figée par les normes religieuses, sociales et juridiques, se métamorphose aujourd'hui en une mosaïque vivante de formes relationnelles. Ce n'est plus une voie unique, mais un réseau de chemins, parfois parallèles, parfois entrelacés, où chacun cherche à concilier désir, liberté et authenticité. Les relations amoureuses ne se limitent plus à la monogamie traditionnelle. Elles s'étendent à des modèles tels que la NMC, non-monogamie consensuelle, les relations ouvertes, le polyamour, le swinging, l'anarchie relationnelle et même le phénomène émergent de couples numériques, ces relations qui naissent, vivent et parfois meurent entièrement en ligne sans jamais se rencontrer physiquement. Cette évolution n'est pas anodine. Elle reflète une quête profonde de liberté, d'épanouissement personnel, mais aussi une remise en question des structures patriarcales, hétéronormées et capitalistes qui ont longtemps dicté ce que devait être l'amour réussi. La non-monogamie consensuelle, NMC, n'est pas un mode, c'est un paradigme relationnel, fondé sur le consentement, la transparence et la négociation continue. Contrairement à l'infidélité, qui repose sur la dissimulation, la NMC exige une communication radicale. Mais attention, la NMC n'est pas synonyme de tout est permis. Elle implique souvent des accords précis sur la sécurité sexuelle, les émotions, les temps partagés, les présentations aux enfants, etc. La jalousie n'est pas absente en NMC, mais elle est transformée. Le principe de compersion désigne la joie ressentie face au bonheur de son ou sa partenaire avec une autre personne. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'amour désintéressé. Une recherche de 2020 compare 1300 personnes en relation monogame et non monogame. Résultat, les polyamoureux rapportent des niveaux de satisfaction relationnelle et de bien-être psychologique légèrement supérieurs, notamment grâce à des compétences accrues en communication et en gestion émotionnelle. La jalousie, c'est comme un signal d'alarme. Elle ne dit pas arrête ce que tu fais, mais écoute ce dont j'ai besoin. Malgré les progrès, la NMC reste taboue, voire criminalisée socialement. En milieu professionnel, des cas documentés montrent des licenciements ou des pressions morales envers des employés qui ont révélé leur polyamour. En droit de la famille, en France, les juges peuvent encore considérer le polyamour comme un élément défavorable dans les gardes d'enfants. En santé mentale, des thérapeutes non formés jugent parfois la NMC comme pathologique, renforçant la honte. L'infidélité entre transgression et réflexion. L'infidélité n'est plus seulement coucher avec quelqu'un d'autre. Dans l'ère numérique, elle inclut les micro-infidélités, like obsessionnel, messages secrets, comptes cachés, les liaisons émotionnelles, confidences intimes, dépendance affective en dehors du couple, les fantasmes partagés, échanger des scénarios avec des tiers, même sans passage à l'acte. L'infidélité est souvent le symptôme d'un couple malade, pas la cause. Les recherches convergent. L'infidélité n'est pas principalement liée au sexe ou au manque d'amour, mais à l'ennui relationnel, le besoin de validation, la fuite des conflits non résolus, l'accessibilité numérique. L'infidélité peut être un traumatisme psychologique majeur, comparable à un deuil. 30% des personnes trompées développent des symptômes de stress post-traumatique. 17% envisagent le suicide dans les 6 mois suivant la découverte. Les hommes sont plus susceptibles de pardonner une infidélité sexuelle. Les femmes plus susceptibles de pardonner une infidélité émotionnelle. La thérapie post-infidélité repose sur 3 piliers. La vérité radicale, pas de demi-mensonge. La responsabilité, celui qui a trompé assume, sans rejeter la faute sur le couple. La reconstruction lente, la confiance se rebâtit goutte à goutte. La rencontre à l'ère numérique, entre connexion et déconnexion. Aujourd'hui, 58% des couples hétérosexuels et 71% des couples LGBTQ+, se rencontrent en ligne. Mais derrière la facilité se cache une industrie du désir.
Tinder génère 1,4 milliard de swipes par jour. Les algorithmes favorisent les visages conventionnellement attirants, renforçant les biais esthétiques. L'effet de lassitude. 62% des utilisateurs ressentent de la fatigue émotionnelle après 3 mois d'utilisation intensive. Les couples 100% digitaux existent et se multiplient. Pendant la pandémie, des milliers de couples ont noué des liens profonds sans jamais se toucher. Certains choisissent de ne jamais se rencontrer, par peur de briser la magie ou par choix philosophique. Quel est le risque? L'idéalisation extrême, la dépendance affective, la difficulté à passer au réel. Vivre en couple, chacun chez soi. LAT. Living apart together. En France, 11,5% des couples vivent séparément. En Suède, ce chiffre monte à 18%, signe d'une acceptation culturelle plus forte. Quelles sont les motivations principales? Préserver son espace, physique et mental, éviter la routine, de la cohabitation, concilier carrière, enfant d'un premier lit ou projet personnel. Refus de la fusion amoureuse. Je t'aime, mais je ne veux pas vivre dans tes chaussettes sales. Pour 40% des couples, LAT, c'est une solution durable. Pour 35%, c'est une phase transitoire, après un divorce, avant un achat immobilier ou pendant des études. Les couples LAT ne sont pas moins engagés. Beaucoup déclarent même une intimité émotionnelle plus forte, car ils choisissent activement chaque moment passé ensemble. Conclusion. Nous ne vivons plus à l'ère des modèles uniques, mais à l'ère des expérimentations consenties. L'amour moderne est complexe, fluide, parfois chaotique, mais aussi plus honnête, plus libre, plus humain. Il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle. Il y a des accords conscients, des besoins respectés, des frontières négociées. L'amour n'est plus une cage dorée, c'est un espace négocié, révisable et vivant. Mais cette liberté a un prix, celui de la responsabilité, de la communication, de la vulnérabilité assumée. Aimer, ce n'est pas posséder, c'est accompagner, parfois main dans la main, parfois à distance, parfois à plusieurs. Et vous, où en êtes-vous dans ce paysage amoureux en mutation? Êtes-vous monogame par choix ou par défaut? Avez-vous déjà envisagé la non-monogamie? Vivez-vous séparé de votre partenaire? Et pourquoi? Croyez-vous que l'amour numérique peut être aussi profond que l'amour réel? Dites-le moi en commentaire, sans jugement, sans tabou. Parlons-en. Si ma vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. Vous trouverez pour finir toutes les sources que j'ai utilisées.